L'Occident n'est plus l'Occident. C'est ça le fil rouge du livre. L'Occident est à la croisée des chemins. Biden a dit « c'est un défi contre l'ordre international libéral occidental ». Donc l'Occident ne se définit plus comme une civilisation enracinée, faite de nations souveraines qui ont une identité. Alors pour les Européens, c'est une identité de Gaulle, sans aucun racisme, parler de Européens, blancs, chrétiens, influencés par Rome et Athènes. Ce n'est plus du tout ça, l'Occident. Praised Israel's independent judicial investigation allegations. Bonjour à tous, c'est Julien Girard du pôle international de chez Frontières et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, vous l'avez beaucoup demandé, Alexandre Delval. Alexandre, comment vas-tu? Très bien, merci et ravi de revenir chez toi. Écoute, c'est toujours un plaisir de t'inviter, d'autant plus que là, il y a une actualité qui te concerne. Tu vas sortir un livre, enfin il est déjà sorti au moment où on tourne cet entretien, aux éditions de L'Artilleur, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique. C'est un ouvrage assez conséquent, j'ai commencé à le lire ce week-end. Tu es toujours très prolifique dans tes œuvres. Et là, en plus, ça s'inscrit dans un contexte bien particulier avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Alors, sans divulgacher l'intégralité, bien sûr, du livre, que je vous invite, bien sûr, à vous procurer, quelle est la thèse que tu développes? Quelle est la ligne rouge que tu dresses au fil de ces centaines de pages? Merci. Tout d'abord, le fil conducteur, et merci de me poser cette question parce que c'est vraiment fondamental, c'est le destin de l'Occident finalement, même si c'est un livre sur le monde multipolaire, même si c'est un livre avec beaucoup de choses sur l'Ukraine, sur Trump, sur la guerre tarifaire, la technologie, la montée de la Chine, les BRICS, l'OCS, bien sûr même la nouvelle diplomatie réactionnaire, même pro-islamique, pro-chrétienne, pro-traditionnaliste de Vladimir Poutine, qui est très malin, qui utilise l'anti-wokisme, l'anti-LGBTisme pour séduire tous ceux qui sont un petit peu contre cette dérive sociétale de l'Occident. Et on revient toujours à l'Occident et à son destin. L'Occident n'est plus l'Occident. C'est ça le fil rouge du livre. L'Occident est à la croisée des chemins. Il y a une division dans tous les pays occidentaux entre populistes, que j'appelle plutôt identitaristes, identitaires ou civilisationnistes. On peut les appeler comme on veut. Populiste, c'est un terme qui a été d'ailleurs consacré par le grand philosophe politique Pierre-André Taguieff, parce qu'il pensait que extrême droite, c'était un terme, une expression qui n'était pas propre. En tout cas, pour certains mouvements, le mot l'extrême droite, ça n'avait plus de raison d'être. Et populisme était déjà un peu plus logique. D'autres vont dire conservatisme. Moi, je dirais plutôt, il y a une grande fracture entre ceux qui veulent que l'Occident reste ce qu'il a été défini depuis les années 90, à la fin de l'URSS, un simple projet globaliste. Et je ne le dis pas de manière polémique. C'est pas pour faire de l'anti-mondialisme. C'est pas ça. C'est que l'Occident, dans ses propres prétentions, dans les conceptions qu'en font des grands spécialistes des relations internationales comme John Hickenberry, que je cite beaucoup dans le livre, l'homme qui a créé l'expression ordre international libéral, dans les expressions même de Kamala Harris ou même Joe Biden lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, Joe Biden a dit « c'est un défi contre l'ordre international libéral occidental ». Donc l'Occident ne se définit plus comme une civilisation enracinée, faite de nations souveraines qui ont une identité. Alors pour les Européens, c'est une identité de Gaulle, sans aucun racisme, parler de Européens, blancs, chrétiens, influencés par Rome et Athènes. Ce n'est plus du tout ça l'Occident. Ce n'est plus du tout ça. C'est un projet globaliste, peut-être sincère, on n'est pas là pour juger, mais un projet qui a pour but, qui a pour vocation à englober toute la planète. Et toutes les sociétés de la planète, un jour ou l'autre, doivent adhérer au globalisme. Et comme le globalisme est fondé sur le libre-échange,
la liberté d'expression, ça devient de plus en plus relatif. Mais officiellement, c'est ça, le libre-échange, le capitalisme financier, le libéralisme économique, bien sûr, la démocratie libérale, le droit des minorités, de plus en plus tyrannique d'ailleurs, mais le droit des minorités, fondé sur justement le droit de l'homisme, la religion des droits de l'homme. Si tout ça, c'est l'Occident, bien sûr, le business, bien sûr, les affaires, et bien finalement, n'importe quel pays africain, musulman, asiatique, nordique, est-ouest peut devenir occidental. L'Occident donc n'a plus rien à voir avec ni la géographie, ni une identité. Et là où nous sommes à la croisée des chemins, c'est que la guerre en Ukraine et les sanctions qui ont suivi, si vous voulez, c'est comme quelque chose de mécanique. Les sanctions qui ont suivi la guerre en Ukraine, votées uniquement par des pays occidentaux, mais qui font croire que finalement l'Occident, ce serait le monde, eh bien, ils prennent leur désir pour des réalités, ils appellent leurs sanctions internationales, qui ne représentent que, selon Samuel Huntington, 12% de l'humanité, c'est l'Occident libéral, et au grand maximum, pour certains, on est à 30% de l'humanité qui suit les sanctions occidentales, donc plus de 75%, ça c'était le calcul de Jean-Pierre Chevènement, plus de 75% de l'humanité ne suit pas ces sanctions car elles ne sont pas avalisées par l'ONU, elles ne sont pas comprises dans le droit international, elles n'ont rien d'international au sens de la légalité internationale, elles ne sont internationales qu'au sens de l'extraterritorialité d'occasions et de décisions occidentales qui se font passer pour mondiales. Et donc cette réaction aux sanctions et le fait qu'elles ne marchent pas puisqu'elles ne sont votées que par une petite partie de l'humanité, qui voudrait empêcher d'ailleurs des pays comme le Japon, l'Inde, la Chine, la Turquie d'acheter du pétrole russe. Le Japon a dit récemment à M. Trump, bien qu'étant allié, c'est un intérêt national vital pour nous, le pétrole russe, nous allons continuer à l'acheter. M. Trump n'a pas réussi à faire plier ni les Indiens, ni les Chinois, ni les Japonais. En revenant d'Indonésie, et il n'a pas réussi non plus à faire plier ce pays dans le sens qu'il voulait. C'est-à-dire que ces pays ne sont pas tous anti-américains. Ils veulent bien être pro-américains, mais ils sont en même temps pro-russes. Et là, c'est quelque chose qui complètement est étranger pour les Occidentaux. Donc, pour revenir à mon propos, puisqu'il y a deux Occidents, ce que j'appellerais le vrai Occident ou l'Occident enraciné, l'Occident traditionnel enraciné, situé. On pourrait même dire l'Occident situé géographiquement et identitairement. Et de l'autre côté, un Occident qui est devenu finalement une hégémonie globale, avec un projet global, voire un jour une gouvernance globale. Moi, je n'ai rien inventé. Monsieur Soros, comme monsieur Attali, ont très souvent parlé d'un projet global. Des gens comme Alain Minck, dans la mondialisation heureuse et d'autres, ou même des gens comme Guy Sormand, sont des libéraux mondialistes qui, de manière très sincère, souvent, il ne faut pas nier leur sincérité, pensent que l'humanité, elle progresse, elle est passée de la tribu, enfin de la famille à la tribu, la nation ensuite la fédération, donc le projet européen fédéral, et l'aboutissement, la fin de l'histoire réelle, pour faire paraphraser Fukuyama, ce sera le monde. Ce sera la nouvelle échelle, la vraie échelle, qui sera celle d'ailleurs de la lutte écologique, du combat pour la planète, pour sauver la planète face à des dangers que je ne nie pas. Mais les écologistes utilisent le combat de la planète pour justifier eux aussi un mondialisme. Donc l'Occident est devenu un mondialisme. Vous avez compris la conclusion. Si l'Occident est devenu un mondialisme, qui en plus exerce des pressions, des ingérences, de la pop culture mondiale, des mœurs, du LGBTisme, du wokisme, du libéralisme démocratique, des ingérences pour faire plier des régimes, pour les rendre occidentalo-compatibles. Si l'Occident, c'est cette forme de mondialisme hégémonique et coercitif, et parfois même par des guerres, c'est pas que la coercitivité des sanctions économiques, eh bien, il est un danger pour le reste du monde. Et nous ne sommes pas rendus compte que, même s'il est humain, légitime de vouloir défendre les Ukrainiens, ils ont été envahis dans un territoire qui était souverain, qui avait été reconnu par le voisin, c'est tout à fait légitime moralement de défendre les Ukrainiens, mais les sanctions qui ont été développées pour ce faire, pour soi-disant faire plier les Russes, n'ont fait qu'accélérer la bascule géopolitique du monde vers plus de multipolarité, ce que les Indiens, notamment le ministre des Affaires étrangères indienne, Jahanshir, appelle le multiplex, le monde multiplex. Nous sommes dans un monde où les alliances ne seront pas contraignantes, les alliances seront multiples,
On a des pays qui seront avec nous et en même temps avec les Russes et en même temps avec les Chinois. Il y a même des pays qui seront les ennemis des Chinois, comme les Indiens, qui seront avec nous pour le Quad, la quadrilatérale alliance, qui seront avec nous dans certaines organisations ou des process ou des configurations stratégiques, mais qui seront avec les Chinois sur le plan économique, qui seront avec nous stratégiquement et militairement, tout en étant en même temps avec les Russes pour l'acquisition d'armes, et en même temps, ils seront économiquement, sociétalement, avec les Chinois dans des organisations qui vont contester l'hégémonie occidentale. Et ce monde-là, multiplexe, ce monde multipolaire, multiple, avec une diversité de valeurs, ce qu'on appelle la plurinormativité, avec une diversité de systèmes politiques, pas forcément démocratiques ou pas forcément la démocratie libérale, ça échappe totalement à l'occidental. L'occidental a fini par prendre ce qui au départ était un prétexte pour justifier une hégémonie, le mondialisme, il a fini par croire que ça existait vraiment. L'Occident croit qu'il est le monde et que le monde a vocation à devenir lui. Et c'est ça que nous disent les Indiens, les Chinois, les Russes, les Indonésiens, les Malaisiens, les Turcs, les Émiratis qui sont dans les BRICS, les Émirats, ou l'Arabie Saoudite qui était au dernier congrès de l'OCS, ou alors le congrès Russie, monde musulman qui c'est à Kazan cet été. Tous ces pays nous disent soit on n'est pas avec vous, soit on a le droit d'être avec vous et en même temps avec vos ennemis. Et là, ça nous échappe totalement. L'Occident a littéralement bugué. Et c'est pour ça que les sanctions ne fonctionnent pas et qu'elles ont produit le contraire du but recherché. Elles ont renforcé l'édification d'un monde alternatif à l'ordre occidental que j'ai appelé l'ordre post-occidental. Pourquoi ? Parce qu'il n'inclut pas que des anti-occidentaux, il inclut aussi des amis de l'Occident, mais qui ne veulent pas obéir aux mœurs, qui ne veulent pas être sur le même critère, les mêmes définitions, les mêmes normes que l'Occident. Tu as soulevé un point intéressant, enfin beaucoup de points intéressants, mais il y a une question qui pour moi est primordiale et qui passe assez inaperçue en France parce que c'est un sujet politique assez complexe. C'est le fait, on a vu le retour au pouvoir de Donald Trump, qui commence à être perçu par une partie des jeunes Américains comme un peu has-been, c'est-à-dire qu'il y a eu une logique d'accélération vers la droite assez forte. Alors Macron parle d'international réactionnaire, etc., avec tout un tas de pays. Mais il y a ce qu'on appelle la néo-réaction, qui est une théorie qui a été développée par Curtis Yarvin et Nick Land, qui justement remet en cause les principes des Lumières et les principes de la démocratie libérale, de la social-démocratie en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois un mélange de capitalisme très exacerbé, d'un régime semi-autoritaire, technophile, et d'ailleurs c'est assez intéressant de constater qu'un certain nombre de pays des BRICS ou de pays émergents sont des néo-réactions. On peut penser par exemple à Singapour, Dubaï, même la Malaisie sur certains aspects. Est-ce que tu es surpris par ça ou est-ce que tu penses que c'est justement dans le sens de l'histoire ? Et est-ce que cette ligne politique qui est très marginalisée avec le mouvement que l'on appelle des Lumières obscures, etc., qui est portée par des hommes comme J.D. Vance, puisque J.D. Vance, qui est quand même vice-président des États-Unis, est très intéressé par ces idées-là. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui pourrait un jour prendre place en Occident, parce qu'il a pu prendre place dans d'autres pays, parce qu'ils n'avaient pas cette chape de plomb de la démocratie libérale et de tous les freins que ça comprend. Mais est-ce qu'il y a un avenir pour la néo-réaction ? Moi, je ne l'appelle pas néo-réaction, mais le terme m'intéresse, je vais réfléchir dessus. Mais dans le livre, je parle plutôt du pluralisme des valeurs et des normes, que certains appellent le plurinormativisme. Et dans le dernier chapitre, je montre que si le monde se désoccidentalise, c'est le post-Occident, c'est-à-dire après l'Occident ou en dehors de l'Occident, c'est pas forcément contre l'Occident, on l'a vu, mais ça veut dire aussi que le monde va se désuniversaliser, car l'Occident, comme j'ai dit tout à l'heure, par les élites des pays occidentaux ne définissent plus l'Occident comme une civilisation située, mais comme une sorte
de maximal à atteindre, un horizon indépassable à atteindre, qui serait la véritable fin de l'histoire. Il n'y aurait plus de nation, de religion, de civilisation, il n'y aurait même plus de sexe. On aurait tous le même sexe, ou on serait unisexe, ou on pourrait changer de sexe à la carte. Il n'y aurait plus de race, de religion, de langue. Il n'y aurait qu'une novlangue anglo-américaine, mais tout le reste serait supprimé. Il y aurait Macworld. Eh bien, si ça, c'est l'Occident, et si ça est en train d'être remis en question par des sociétés indiennes, chinoises, russes, qui développent leur propre Google, leur anti-Google, enfin, ou leur alternative à Google, leur alternative aux réseaux sociaux, que ce soit des groupes comme Alibaba, TikTok, etc., que ce soit Yandex en Russie. J'en parle beaucoup dans le livre, tout ce qui se met en place au niveau également de la technostructure. On a beaucoup de pays qui ont compris que tant qu'ils n'avaient pas leurs propres outils informatiques, réseaux sociaux, serveurs, mais également système, bien entendu, d'acquisition de tout ce qui est software et bien sûr l'IA et la domination de l'IA et de toute l'économie digitale, eh bien, ils allaient être durablement, de manière structurelle, systémique, ils allaient être absorbés et occidentalisés. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de ne plus se laisser occidentaliser parce qu'ils construisent des entités logistiques, des entités, des contrôles de supply chain, de chaînes d'approvisionnement, mais aussi du soft power, mais aussi des espèces de des rivaux d'Hollywood. Dans mon livre, je parle beaucoup de la vallée des loups et de la nouvelle industrie cinématographique turque et des séries turques qui ont un succès extraordinaire partout. Il n'y a pas un décolleté, il n'y a pas une vulgarité, il n'y a aucune scène de cul, même pas, et encore moins une scène transsexuelle ou bisexuelle ou trisexuelle. Moi, j'avais adoré, par exemple, Homeland. Homeland, c'était une série... pardon. Il y avait Homeland, qui avait beaucoup de séries, de scènes crash. J'avais aussi aimé le livre, la série sur le pouvoir américain. House of Cards. Merci, House of Cards. Très bonne série. Et ces deux séries qui étaient extraordinaires. Moi, je trouvais que ça gâchait tout. Quelle utilité de mettre tous les demi-heures une scène hyper crash avec 3 personnes dans un lit ou des sadomaso. On l'a vu dans ces deux séries formidables parce que ça, c'est devenu ça l'Occident. Eh bien, dans les superproductions de Bollywood chez les Indiens ou les superproductions turques aujourd'hui qui sont très très à la mode ou même les superproductions de certains pays latino-américains, mais surtout des pays soit asiatiques, soit arabes, soit du Moyen-Orient ou de la Turquie ou de l'Asie centrale, eh bien, on se rend compte qu'ils ont quelque chose de très moderne. Les visages sont beaux, sont parfois même un peu... Ça qui est un peu montre leur complexe. On trouve des visages qui ressemblent parfois à des visages occidentaux. Les Indiens, par exemple, ils prennent souvent des héros qui sont les plus clairs. Dans les couches de couleurs, ils prennent les plus clairs. Alors, on pourrait dire qu'ils ont encore un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident, mais à part ça, il n'y a pas du tout ce libéralisme sociétal, sexuel, antifamilial, transgressif. Ce sont les sociétés qui produisent au contraire un soft power traditionnaliste, avec de l'identité. Les séries turques, par exemple, des musiques orientales très douces, très belles, qui vous donnent la chair de poule, une nostalgie ottomane de l'époque impériale où tout allait bien parce qu'il y avait un empire régi par les lois de Dieu, etc. Tout ça en même temps que le héros soit moderne. Le héros est moderne, il fait très Jones, et en même temps, il est attaché à une identité. On voit la même chose en Inde, au Pakistan, en Malaisie. Et justement, pour répondre à votre question, je parle beaucoup non pas du vous disiez néo-réaction. Mais je parle des valeurs asiatiques, par exemple. J'ai tout un chapitre sur les valeurs alternatives. Alors, il y a un passage sur les valeurs islamiques avec l'OCI, qu'on le veuille ou non. Moi, ce qui m'ennuie, c'est pas que l'islamisme existe chez lui. Bien sûr. C'est qu'il vienne chez nous et surtout qu'il rentre en concurrence avec le socle de notre identité. Mais dans ce livre, sans jugement, je montre qu'il y a des pays qui, que ça nous plaise ou non, veulent revenir à des sources chariatiques de la loi, revenir aux sources islamiques de la loi. Bien sûr, ça peut ennuyer un occidental, mais moi, ça m'ennuie surtout quand c'est ici que la charia est développée, mais par contre, dans les pays islamiques, on ne va pas empêcher les pays islamiques d'avoir leur propre modèle, qui était leur modèle jusqu'à la colonisation. Donc je parle des valeurs islamiques, l'OCI, bien sûr les frères musulmans, le Pakistan, qui est un grand lobby à l'intérieur de cette organisation multipolaire fondamentale, qui est souvent oubliée, qui est l'organisation de la coopération islamique. Ensuite, je parle des valeurs asiatiques développées par Lee Kuan Yew, très intéressantes, les valeurs, et j'ai tout un passage là-dessus. Lee Kuan Yew, qui est l'homme qui a créé Singapour à partir de rien, c'était un bout
de Malaisie qui valait rien. Il voulait rien en faire, on l'a donné. Et Lee Kuan Yew, qui était un Chinois adepte du confucianisme, très confucéen, en même temps taoïste, enfin, un Chinois adepte des valeurs traditionnelles chinoises, il a fait un bijou, le pays qui a un des premiers PIB par habitant au monde, un pays où il n'y a pas de vol, pas d'agression, pas d'insécurité, confort total, technophile, très peu de taxes, mais des services extraordinaires. Enfin, le rêve, le contraire de la France, où on paye beaucoup et on a de moins en moins. J'ai un ami qui habite dans un pays qui n'est pas spécialement bien vu par l'Occident, qui est considéré comme sous-développé. Il me dit, c'est un expatrié, il préfère être opéré dans ce pays-là qu'en France. Et j'en connais même plusieurs, un qui est en Russie, un qui est en Thaïlande, un autre qui est en Malaisie et un quatrième qui est à Taïwan. Ils préfèrent tous être opérés, c'est les expatriés, ils préfèrent tous être opérés dans les pays où ils sont et ils ont peur d'être opérés quand ils reviennent voir leur famille en France. Ça, c'est le monde qui est en train de changer. Nous, on croit encore qu'on a le meilleur système, le plus merveilleux dans les hôpitaux. Je connais quelqu'un là dont la maman, qui a 85 ans, a eu un gros problème récemment. Elle est restée une nuit entière à hurler à côté de gens qui pleuraient leur mère, littéralement, dans une espèce de sous-sol avec des gouttières. Enfin, on n'avait pas l'impression... Elle me disait, c'est ubuesque. C'est cauchemardesque. Un hôpital tiers-mondisé où il n'y avait aucune place pour s'occuper d'une brave dame qui aurait pu mourir en pleine nuit. Une nuit entière d'attente pour commencer à être vaguement examinée en 5 minutes à la chaîne. Quelque chose que... Si nous avions vécu ça, nous, il y a 30 ans ou il y a 40 ans, quand j'étais beaucoup plus jeune, nous aurions cru qu'on parlait d'un pays du tiers-monde. Donc le monde est en train de changer. On a parlé des valeurs asiatiques, les valeurs asiatiques de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew qui a inspiré pas uniquement Taïwan et la Corée du Sud et toute l'Asie, et même jusqu'à la Malaisie, hein, bien que le héros de la Malaisie dont je parle beaucoup, Mahathir, lui, il a parlé de valeurs islamiques qui sont en synthèse avec les valeurs asiatiques. Donc et qu'est-ce que disent ces valeurs asiatiques de Lee Kuan Yew, qui ont été récupérées aussi par la Chine, notamment même de Deng Xiaoping, et ensuite même la Chine actuelle de Xi Jinping, et avant lui de Hu Jintao. Tous ces leaders chinois ont vu dans les valeurs asiatiques quelque chose de compatible avec le totalitarisme communiste maoïste chinois, qui en fait est valable, et il fonctionne parce qu'en fait il n'est pas vraiment communiste. Il n'est communiste qu'au niveau du système de contrôle. Là, c'est du communisme totalitaire. Et par contre, au niveau de la substance, c'est ultra technostructure, c'est ultra moderniste, c'est ultra robotisé. La société est assez libérale. Si on fait pas de politique et qu'on gêne pas le gouvernement, on peut vivre pratiquement à l'occidental. Quand vous allez dans les grandes villes chinoises, on n'a pas l'impression d'être dans on voit moins de flics qu'aux Champs-Élysées avec des mitraillettes dans la rue. On les voit pas, hein. Tout est en caméra d'ailleurs. C'est un peu le rêve de Estrozianis. Et donc, vous voyez, ces valeurs-là, on le voit, elles sont partout dominantes, que ça soit le Japon, que ça soit un pays pro-occidental, que ça soit même des pays comme l'Australie, beaucoup plus sécuritaires que nous, que ça soit bien sûr tous les pays d'Asie centrale. J'en parle aussi dans mon livre. Les pays d'Asie centrale, il faut savoir que là-bas, les islamistes rasent les murs. Et les barbus, en Ouzbékistan, se font attraper. S'ils ont une barbe sans moustache qui ressemble à un salafiste, attrapés de suite. S'il y a un cas de terrorisme dans les pays d'Asie centrale, ce sont des pays musulmans, hein. C'est des pays quand même où sont nés les grands qui ont fait la jurisprudence islamique. La fameuse charia, qui s'appuie beaucoup sur les hadiths, ça a été fait par des gens qui venaient d'Asie centrale et du Caucase. Cet islam turcophone ou persophone d'Asie centrale. Eh bien, dans ces pays-là, les islamistes ont totalement pas le droit de citer. Ils sont beaucoup plus libres à Londres, à Paris, à Bruxelles, à Rome qu'en Asie centrale. Et ce sont des pays qui ont valorisé l'ordre, la collectivité, la lutte contre les mouvements subversifs et séparatistes. Et ça nous remet dans le cœur du livre l'OCS, la fameuse organisation de la coopération de Shanghai, qui unissait Russes et Chinois depuis 2001 et qui s'est élargie. Le congrès de cet été a montré d'ailleurs une nouvelle accointance entre Indiens et Chinois contre les taxes américaines. Cette organisation multipolaire, elle est née au départ dans la volonté de lutter contre le séparatisme et l'islamisme radical. Donc on voit bien que ce soit la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, moi je vais souvent en Turquie, je ne suis pas turcophile, je ne suis pas pro-Erdogan, j'ai écrit des livres qui alertaient sur le danger d'Erdogan dans les années 2000. Mais comme je suis multipolariste, comme tous les géopolitologues, c'est-à-dire que je regarde le monde sans occidentalocentrisme, l'honnêteté m'oblige à reconnaître que quand je suis à Istanbul, je sens beaucoup moins. Pas pour moi j'ai pas spécialement peur dans une rue, mais pour une jeune fille, une grand-mère dans la rue à 4 heures du matin, je ne sens aucune
insécurité, je n'entrevois aucun danger physique pour une jeune fille, même en short ou en jupe, dans le cœur d'Istanbul, à Taksim, une fille en mini-jupe est moins en danger que dans nos banlieues à Paris. Enfin, autour de Paris ou autour de Saint-Étienne ou autour de Lyon, etc. Donc, on n'est pas habitué à entendre ça, mais il faut, c'est pour ça qu'il faut aller en Malaisie, il faut aller en Turquie, il faut aller aux Émirats, il faut aller même en Égypte. En Égypte, les frères musulmans rasent les murs, au sens propre, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire zigouiller, littéralement. Le grand imam d'Al-Azhar, qui est aussi un homme un peu du monde multipolaire, qui était la plus grande autorité du monde sunnite que j'ai été interviewé, il y avait Pierre Lelouch, il y avait des gens comme Madame Saban, donc des gens de gauche et de droite, c'était une délégation très intéressante. Et il nous a dit, les frères musulmans, nous, normalement, si c'était nous qui édictions la loi, pour Al-Azhar, l'université islamique la plus importante sunnite du monde, normalement, il faudrait soit exiler ces gens, s'ils sont plus nocifs, leur couper un membre, et s'ils persistent, les assassiner, les tuer. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la façon dont l'Égypte voit un mouvement subversif, révolutionnaire, qui veut renverser des gouvernements par le printemps arabe et autres, etc. Donc on voit bien que, pour résumer, le monde est dans l'ordre. Toutes ces sociétés, toutes sont pour l'ordre, pour la tradition, pour les valeurs. La religion est très en avance. Même un pays comme le Brésil, qui a beaucoup toléré le LGBTisme, parce qu'il est un peu en avance, un peu comme la Thaïlande, avec les transgenres, même s'ils n'en font pas des pubs comme ici, même des pays comme le Brésil, l'ordre, on ne rigole pas avec l'ordre. Alors, récemment, vous avez vu, c'était un massacre. Oui. Il y a eu un carnage. Oui, une énorme opération de police. Une énorme, même un pays qui est dirigé par un trotskiste du Parti des Travailleurs. Hein, le Lula, c'est le Partido Trabalhadores, donc c'est le Parti des Travailleurs, le PT. Et donc, même un pays comme le Brésil, qui a l'air super cool, parce que c'est un gauchiste qui est la tête du Brésil, il est pro-russe. Il est pas contre ce genre d'opération. Alors il va dire ouais, c'est le gouverneur local, c'est pas moi. Mais enfin, au Brésil, sous tous les gouvernements, il y a des massacres de narcos. Donc le monde est cow-boy. Le monde est dirigé par des durs. Modi, c'est un traditionnaliste du BJP, c'est un parti, j'en parle beaucoup dans mon livre, hein, des valeurs alternatives. On a parlé des valeurs asiatiques, maintenant on parlait des valeurs de l'Hindutva. L'Hindutva, c'est l'une des déclinaisons de ce que vous dites, hein, mais ça illustre ce que vous dites. On n'est pas dans un aparté ou digression. Le néo-réaction. Voilà, le néo-réactionnaire occidental, rien ne lui ressemble plus que les pays du tiers-monde. C'est le grand paradoxe que je soulève dans mon livre. Quand on entend un bobo parisien ou de Los Angeles qui vous dit nous, on est gauchiste, on est pour l'immigration, on est pour le libéralisme, on est contre le racisme », lui, dans son enfermement mental occidentalo-centriste, il croit être ouvert parce qu'il est antiraciste, il est pour l'immigration sans contrôle, ce que ne veulent pas les pays d'origine d'ailleurs, parce que eux, regardez l'Algérie et le Maroc, hein, oui. Regardez la Tunisie, qui fait des diatribes sur les Sahariens, etc. Le gauchiste de Los Angeles ou de Paris ou de Belgique, il croit qu'il va être bien vu par le tiers-monde, qui n'est plus le tiers-monde, c'est plutôt les pays du Sud, ou les Sud, ou les Est et les Sud, parce que le Sud n'est pas global, il n'est pas unifié, mais ils oublient que dans ces pays-là, finalement, Marine Le Pen est une femme assez modérée. On est plutôt dans le libéralisme de Marine Le Pen, qui était contre la manifestation pour tous. Elle est beaucoup moins réactionnaire que les pays normaux de l'ensemble du reste de la planète. Oui, ce serait plus Éric Zemmour qui serait considéré comme Éric Zemmour est un modéré par rapport à Modi. Modi, bien sûr. Voilà, Modi qui est le Premier ministre indien. Souvent, on est buggé parce qu'il fait la journée du yoga. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette antenne, j'aime bien faire cette boutade. Chaque année, il fait du soft power, un peu comme Bollywood. Il fait un soft power en utilisant les valeurs de la méditation, la religion. Alors, il fait la journée du yoga. On le voit, on dirait un prêtre qui va vous faire respirer, méditation, etc. Mais il n'empêche que les moines, bouddhistes d'ailleurs, ou hindouistes, hein, quand ils attaquent des musulmans ou des chrétiens en Birmanie ou en Inde, ils le font juste après une séance de méditation. Et donc l'occidental est buggé, il va au yoga entre midi et 2h, l'occidental bobo, donc il se dit quelqu'un qui aime le yoga, ça peut être qu'un bisounours. Tout à fait. Il va peut-être même fumer un pétard, comme les Beatles dans les années 70, il va dans un ashram, comme la mode des gauchistes des années 70 avec leurs longs cheveux, sauf que c'est pas les mêmes. Quand vous allez voir non pas l'imitation
Mais l'original, il fait sa méditation, mais il vous coupe une tête juste après, parce que le BJP, le parti au pouvoir de M. Modi en Inde, c'est un parti qui est à l'origine d'énormes pogroms, que j'avais enquêté là-dessus, puisque dans les années 2013, j'avais écrit un livre sur pourquoi on tue les musulmans dans le monde. Sur la christian... Malheureusement, il est épuisé, donc c'est pas la peine de le chercher. Il est complètement épuisé, mais on l'a plus réédité, il est vieux. Mais c'était pourquoi on tue les chrétiens dans le monde, la nouvelle christianophobie. Et dans mes recherches, parce que moi je suis un chercheur, jamais d'a priori, je me suis rendu compte que l'islam passait après l'hindouisme en termes de nombre de chrétiens tués, en tout cas dans ces années-là. Malgré tout ce qui se passait déjà avec le terrorisme islamiste. Et donc, énormément de chrétiens ont été tués dans ces pays, hindouistes ou bouddhistes. Et donc, on a une image complètement déformée avec nos rêves, nos fantasmes. Donc voilà, valeurs asiatiques, valeurs indiennes qu'on appelle l'Hindutva, les valeurs du BJP, le parti au pouvoir en Inde, ça s'appelle l'Hindutva, les valeurs de l'Hindutva. Leur but, c'est carrément que l'Inde redevienne hindouiste et que petit à petit, tous les musulmans soient reconvertis à l'hindouisme, parce que pour eux, c'est une abomination par rapport aux lois des ancêtres, de la réincarnation. C'est carrément une abomination, c'est une déstructuration cosmique inacceptable. C'est carrément au niveau de la vibration presque énergétique. On ne peut pas accepter qu'un fils d'un hindouiste soit devenu un musulman ou un chrétien. Donc leur but, c'est de reconvertir de force. Et ils font souvent des opérations commando où ils attrapent un intouchable. Les intouchables, vous savez, c'est les sous-castes qui souvent deviennent chrétiens pour échapper à l'inégalité, puisque dans le christianisme, comme dans l'islam ou dans le bouddhisme, il n'y a pas cette inégalité des castes. Souvent, ils se convertissent soit au bouddhisme, mais beaucoup au christianisme et un peu à l'islam. Eh bien, le BJP, le parti au pouvoir de Modi, il les attrape et il les massacre s'ils veulent pas se reconvertir. Et ils ont souvent fait des pogroms comme ça. Pareil pour les musulmans, des villes entières où il y a eu des ratonnades, des espèces. Et donc, vous voyez, ce monde est même violent. Le monde non occidental, il est très identitaire, très violent, très religieux, réactionnaire, mais réactionnaire à faire rougir les plus durs de chez nous. Si vous voulez, même J.D. Vance ou Zemmour sont des modérés. Oui, et puis ils restent chrétiens. Donc, enfin, en tout cas, pour il y a quand J.D. même un Vance. humanisme. Ils sont, mais même Mélanie qu'on classe parmi le populisme, mais Mélanie, elle a régularisé 500 000 clandestins. Oui, elle fait plein d'accords depuis 2 ans et demi avec l'Égypte, la Tunisie, l'Albanie, pour préparer tranquillement, lentement, les conditions humaines pour pouvoir ensuite bloquer les ports, mais pas d'un coup, brutalement, comme avait fait Salvini. Enfin, les populistes européens, ce sont des bisounours par rapport à un dirigeant normal, indonésien, malaisien ou turc. Erdogan, vous savez comment il a fait sa campagne? Sa dernière campagne, où il a gagné de peu, mais il a gagné quand même encore les élections, grâce à son alliance avec l'extrême droite, j'en parle dans le livre aussi. Il a fait une campagne, si vous choisissez le parti kémaliste de Kılıçdaroğlu, le candidat malheureux qui a maintenant, il a un nouveau successeur qui est en prison, donc c'est le candidat anti-Erdogan. Si vous votez pour les kémalistes, qui sont en fait nostalgiques d'Atatürk, donc ils sont très laïques, eh bien vous votez pour le LGBT et on aura une famille déstructurée avec des trans partout. Il a fait une campagne carrément, en gros, vous votez pour mon ennemi, vous serez tous massacrés dans votre identité et où il y aura des trans dans votre famille et on va obliger vos enfants à être opérés et de se faire enlever les testicules à 7 ans par des lois qui... Alors bien sûr, il exagère, mais il a gagné plein de voix Il n'a juste pas tort sur sur ce le thème. papier, parce qu'on sait très bien qu'avec le libéralisme, au début, c'est une porte qui s'ouvre, par exemple la question du mariage homosexuel, et ensuite, en fait, constamment, ça va toujours plus loin dans le processus. Et vous avez soulevé un point très intéressant concernant en fait le phénomène d'acculturation qui avait été développé notamment par Pasolini, Pierpaolo Pasolini. Alors, bon, moi, j'étais pas sur toutes ces idées, mais je reconnais que c'était un excellent idéaste et il a été très bon, notamment dans les écrits corsaires, où en fait, le bobo aujourd'hui que l'on retrouve à Londres, Paris, Los Angeles ou même New York, en réalité, ce sont des individus qui sont déracinés. Et Christopher Lage disait quelque chose de très juste à ce propos. Le déracinement enlève tout sauf le besoin de racines. Extraordinaire. Il faut toujours, en fait, que les bobos qui ont été acculturés de leur propre culture, donc c'est-à-dire le français, par exemple, le bobo qui va mettre de côté le catholicisme, qui va mettre de côté tout ce qui faisait l'identité de la France, est obligé, puisque la nature a horreur du vide, d'aller toujours chercher, comme vous l'avez dit, le yoga par-ci, boire du matcha par là, et c'est un exotisme qui montre un besoin de racines. Et Carl Jung, donc, qui est l'un des Carl Gustav Jung, fantastique. Qui est l'un des grands auteurs de la psychanalyse, bien meilleur que Freud, il en parlait. Il disait dans l'un de ses écrits que vu qu'il y a un inconscient collectif et qu'on est baigné dans un inconscient collectif,
le simple fait, par exemple, de changer de religion et d'embrasser, il parlait notamment dans l'une de ses correspondances de ceux qui embrassaient soit l'islam, soit l'hindouisme et qui étaient des Européens pure souche. Il expliquait que ça ne va jamais très loin en réalité, parce que il y a un décalage entre le fait que vous avez baigné dans un environnement bien précis avec un inconscient collectif qui est propre à l'héritage européen, qui est presque même gravé dans l'ADN. On pourrait d'ailleurs faire des études en ce sens du pouvoir de la culture, même sur le génome. Et il expliquait que c'était c'était illusoire, c'était une chimère de penser que nous pouvons, en tant que, par exemple, Français, de souche, appartenant au peuple historique, totalement embrasser l'islam sans ressentir une forme de décalage très important. Donc il y a cette acculturation aujourd'hui. J'aime beaucoup votre allusion depuis Carl Gustav Jung et les archétypes et l'inconscient collectif. Et,